Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque au développement durable. On entend cette expression-là absolument partout, de la télé jusqu'à la machine à café. Mais concrètement, de quoi on parle? L'idée, c'est de retracer un peu toute cette évolution. On part des grands sommets mondiaux avec leurs théories majestueuses, puis on redescend ça direct dans notre salon, dans nos habitudes de tous les jours. C'est fascinant de voir comment une immense idée politique devient, au final, une action hyper terre-à-terre. OK, on plonge direct là-dedans avec une phrase qui a littéralement tout changé. On recule en 1987. Gro Harlem Brundtland, la première ministre norvégienne de l'époque, sort cette définition. Un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Boum! C'est la base de tout. Vous imaginez à quel point c'était audacieux dans les années 80. Avant ça, on pensait que faire de l'argent et protéger la nature, c'était deux combats totalement opposés, des ennemis jurés. Cette simple phrase-là a carrément inventé l'idée de responsabilité envers les enfants de nos enfants. Au menu aujourd'hui, c'est super simple. D'abord, on définit le concept et ses trois grands piliers. Ensuite, on regarde comment ça s'applique dans la vraie vie avec l'entreprise Darty. Puis, on finit ça en décortiquant la consommation responsable et ce qui nous pousse réellement à changer nos habitudes. Alors, première étape, définir le développement durable. Après le coup d'éclat de 1987, il fallait bien que ça devienne officiel sur papier. Et ça, c'est arrivé au fameux Sommet de la Terre à Rio en 1992 sous le chapeau des Nations Unies. Ce qu'ils ont fait, c'est imposer une directive d'une clarté redoutable. Pour qu'un développement soit durable, il doit absolument cocher 3 cases. Être économiquement efficace, socialement équitable et écologiquement soutenable. Du jour au lendemain, ce n'était plus juste une belle philosophie, c'était devenu une vraie feuille de route mondiale pour tous les gouvernements. Deuxième point, on s'attarde sur ces trois piliers fondamentaux. Au fond, ces trois piliers-là, c'est comme une espèce de liste de vérification mentale, un outil pour analyser ce qui se passe autour de nous. D'un bord, on a l'économique, répondre aux besoins humains de base et s'assurer que le monde a des emplois. Ensuite, le social, réduire les inégalités et bâtir une vraie solidarité. Et le petit dernier, l'écologique, protéger la biodiversité, bloquer la pollution et arrêter de vider nos ressources naturelles en fou. L'affaire, c'est que si une action booste l'économie mais détruit une forêt, ça passe pas le test. Le vrai développement durable, c'est de trouver l'équilibre parfait entre ces trois colonnes-là. Ce qui nous amène à notre troisième point, un cas pratique. Comment ça s'applique sur le terrain? C'est quand même fou de regarder la ligne du temps d'Arty. En 1973, à l'époque où le disco était partout, il s'engageait déjà à reprendre gratuitement les vieux appareils quand il livrait des modèles neufs. C'était des décennies avant qu'on commence à avoir des pressions environnementales. Et la progression n'a jamais arrêté. Construction de leur propre centre de tri en 1996, achat de Wi-Fix et lancement d'un indice de réparabilité en 2018, puis un gros accord sur la qualité de vie au travail en 2021 et carrément l'ouverture d'un centre de formation d'apprentis en 2022. Et là, la magie opère quand on relie la théorie à la pratique. Comment ces actions historiques remplissent les critères de nos trois piliers de tout à l'heure? C'est limpide. L'économie, couverte par Wi-Fix et le centre de formation, ce qui crée de l'emploi et de la valeur. L'écologie, prise en charge par la déchetterie et l'indice de réparabilité. Et le côté social, réglé par le raccord sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail. Bref, c'est l'illustration parfaite qu'une grande organisation est tout à fait capable de jouer sur les trois tableaux de façon simultanée. Quatrième étape, comprendre la consommation responsable. On passe de l'entreprise à nous, les individus. Consommer responsable, c'est pas juste acheter une pomme avec une étiquette verte dessus. C'est refuser les compromis néfastes. Ça doit respecter l'environnement, bien sûr, mais ça doit aussi faire rouler l'économie, idéalement locale. En plus, ça doit être bon pour la santé et avoir un impact positif sur la société en général. C'est comme un casse-tête géant où chaque petit achat se transforme en investissement pour un système plus sain à tous les niveaux. Et ce qui est super intéressant, c'est de voir comment la population perçoit ça. Quand on parle de consommation responsable en France, 47% des gens pensent immédiatement au circuit court et à la production locale. Ensuite, 28% voient surtout le tri, le recyclage et la lutte contre le gaspillage. Et un autre 25% pense à des choix éthiques bien spécifiques. Donc pour presque la moitié du monde, la clé numéro 1 de la durabilité, c'est vraiment la proximité géographique, l'ancrage local. Et finalement, cinquième et dernière section, pourquoi on change nos habitudes au juste? Il y a une vraie hiérarchie dans nos motivations profondes et c'est fascinant. Évidemment, à 78%, c'est le souci pour la planète et l'environnement qui remporte la palme. Mais regardez bien l'information juste en dessous. 73% pour la santé et le bien-être personnel. Cette envie d'aller bien là, tout de suite, devance même le désir de protéger les générations futures qui arrive à 69%. Au final, on est motivé par un altruisme immense pour la Terre, mais on cherche aussi un bénéfice direct et très personnel pour notre propre santé.
Concrètement, pour que ces grandes motivations deviennent réelles, ça prend des gestes simples. Choisir une mobilité douce comme la marche, le vélo ou le covoiturage pour l'objectif de mieux se déplacer. Acheter avec moins d'emballage, ça fait automatiquement moins de déchets. Et un truc tout bête, utiliser les cycles courts sur sa laveuse, ça permet de sauver des milliers de litres d'eau chaque année. C'est pas sorcier, mais mis bout à bout, ces tout petits ajustements viennent soutenir des objectifs écologiques colossaux. D'un côté, on a des habitudes physiques super faciles à imaginer, consommer local ou bio pour mieux consommer. C'est très tangible. Mais de l'autre, il y a nos habitudes numériques. On l'oublie souvent, mais faire un ménage virtuel en effaçant nos vieux courriels, les pourriels ou ces fameux brouillons de 2018 qu'on n'enverra jamais, c'est hyper critique. Pourquoi? Parce que toutes ces données dorment sur des serveurs massifs qui grugent une quantité d'électricité phénoménale pour fonctionner et se refroidir. C'est une empreinte carbone invisible mais absolument gigantesque. Alors, la boucle est bouclée. En voyant comment la grande théorie des sommets mondiaux s'est transformée en action concrète, une grande réflexion s'impose. Est-ce que nos habitudes modernes, notre façon de consommer tous les jours, répondent véritablement aux besoins du présent sans bousiller les capacités de l'avenir? Quand on garde en tête la vision de 1987 et l'impact réel de chaque petit geste, que ce soit au magasin ou derrière un écran, le pouvoir est littéralement entre nos mains. Une grosse matière à réflexion avant notre prochain choix. Merci d'avoir suivi ce décryptage. À la prochaine.